Laissez tout le monde se connecter. Bonsoir, bienvenue. Très heureux de vous retrouver en tout cas dans cette période où on peut rien faire, où il fait mauvais dehors, où tout le monde est malade et où il n'y a pas de joie. Donc on va essayer de passer un bon moment tous ensemble pour bien sûr passer un overview un petit peu comme ça de nos coffrets de chefs-d'œuvre. J'espère pouvoir vous présenter d'abord mes vœux pour vous souhaiter une bonne année. Elle pourra être que meilleure que 2020, mais d'une certaine manière c'est mal parti. Donc on va essayer d'apporter un petit peu de joie à travers les flacons de ce soir et puis dans la présentation aussi de tout ce qu'on va faire chez Chef d'œuvre cette année, bien de vous apporter un peu de bonheur et surtout de vous présenter un peu nos coups de cœur du vignoble. Dieu sait s'ils sont nombreux et beaucoup de découvertes vous allez voir sur ce live et surtout ces coffrets de janvier notamment. Alors je laisse un petit peu tout le monde se connecter tranquillement. Je rappelle un petit peu les fondements simplement de nos coffrets de dégustation chez Chef d'œuvre dans les coffrets que chaque mois on envoie depuis maintenant 8 ans. C'était un peu la promesse de Chef d'œuvre au départ, c'était de faire découvrir vraiment des coups de cœur au quotidien. Les box n'existaient pas à l'époque, hein, les box se sont créés après ou en même temps on va dire. Et cette idée de faire un coffret de dégustation que les gens reçoivent à la maison, c'est simplement l'envie de partager et des coups de cœur et puis surtout de raconter des histoires autour. Donc c'est un petit peu ce qu'on va faire et je vais vous présenter en long, en large et en travers un petit peu tout ça. Bon, bah voilà, maintenant qu'on a un petit peu de monde de connecté, on va pouvoir commencer tranquillement les présentations. Alors, vous savez que chez Chef d'œuvre, on a plusieurs coffrets de dégustation. Je vais tous les balayer. Je vais essayer de vous dire un petit peu pourquoi je les ai choisis. Je vais en ouvrir quelques-uns. On va les partager ensemble. Je vais vous en parler un petit peu aussi d'un point de vue sensoriel, puisque le vin, c'est bien entendu du storytelling, mais aussi c'est des sensations. Donc, je vais essayer de vous en parler vraiment avec un verre. Et puis, je vais vous raconter un petit peu aussi ce qu'on a prévu pour ce mois de janvier. On a prévu un cours d'œnologie sur la Loire pour ceux qui se sont inscrits, qui est gratuit, hein, qui est ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à participer si vous souhaitez, ça sera vraiment très chouette. Et là on est en train de préparer également celui de février qui sera sur l'Alsace. On parlera de la biodynamie, de la coplantation et de plein de thèmes qui seront vraiment super. En tout cas, si vous avez des questions, je vais partir dans un grand home run avec la présentation de ces vins, mais sachez que je répondrai à toutes vos questions si vous avez bien entendu des petites anecdotes, des choses que vous aimeriez savoir sur des domaines. Si je peux répondre à vos questions, je le ferai avec grand plaisir en tout cas. Alors on commence par En route vers les étoiles, puisque c'est notre premier coffret, c'est la base de Chef d'œuvre. À l'époque il s'appelait version originale, mais En route vers les étoiles c'est la promesse de 3 bouteilles, 3 instants de consommation, 3 coups de cœur, qui fit un petit peu selon les régions, aussi avec la saisonnalité, qui aussi sont, comme notamment le mois de janvier, sont le symbole de nouveautés, de renouveau, puis surtout de nouvelles découvertes. Alors il y en a deux dans les trois que l'on a choisi dans ce coffret qui sont totalement nouvelles dans la sélection de Chef d'œuvre et j'aimerais vous en parler. Ce sont des rencontres, ce sont des suggestions, des amis. On dit toujours que le vin c'est du partage et du réseau, des rencontres. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc je vais vous présenter un petit peu nos 3 bouteilles d'En route vers les étoiles et on parlera un petit peu après bien sûr des autres coffrets, du coffret découverte, des absolument rouges de bouteilles, 3 bouteilles et aussi de notre coffret terroir de légende. Alors, ce coffret, ça a été un incroyable succès, hein, puisque c'était d'abord, on a eu beaucoup de nouveaux abonnés sur ce coffret en janvier, ça c'est très bien. Bien sûr, c'est le rebond des fêtes de Noël qui a permis ça, mais on est très heureux de pouvoir commencer l'année comme ça avec de la nouveauté, des bases complètement solides sur ce qu'on aime faire chez Chef d'œuvre, et puis surtout après des vins qui fit assez bien finalement à ce que la saison propose dans l'assiette, dans le verre, etc. C'est quand même là que le vin est le plus merveilleux. Et donc on va parler un petit peu de ces 3 plaisirs, à commencer donc par la bouteille qui peut-être va être la toute première découverte, peut-être une des plus excitantes. Je vais commencer par la Loire. D'abord, je vais commencer par la Loire parce que la Loire, c'est vraiment, vous le savez toutes et tous, ceux qui êtes passionnés de vin, la région qui peut-être se refait une santé d'une manière incroyable, qui profite bien entendu de ce réchauffement climatique, mais qui a un dynamisme absolument fou, et dans laquelle on aime d'abord trouver un petit peu je dirais, de nouveautés, de jeunes talents, de renouveau en fait. Hein. C'est vraiment la région qui est une des plus excitantes en ce moment, on le sait. Et cette propriété du domaine des Closiers, c'est aussi, voilà, faut le savoir, c'est les premiers vins la première millésime de cette nouvelle propriété. Je vais vous en dire quelques mots derrière, mais ça fait partie de ces domaines sur lesquels, dans l'appellation Saumur-Champigny, on pourra bien sûr compter, parce que la route est engagée vers quelque chose d'extrêmement brillant. Enfin, à mon avis, c'est bien parti. Et nous, on a été complètement conquis, même depuis les premiers jus. D'abord parce que il y avait bien entendu les gens qui nous l'ont présenté sont des gens à qui on a beaucoup d'affinités, mais d'une certaine manière,
on a quand même beaucoup accroché sur les vins et ça c'est très important. Alors là je vous emmène donc au domaine des Closiers qui signait donc en 2019 ses premiers vins, hein, c'était vraiment les premiers tirages. Mais cette bouteille des Coudray, on va dire que c'est l'antichambre de ce qui va arriver derrière. Ça, c'est ça qui est encore plus excitant dans l'histoire de cette bouteille, c'est que la bouteille que vous avez reçue, on va dire que c'est un croquis fait encore de manière un petit peu empirique, un peu artisanale au domaine des Closiers, mais que derrière ce qui arrive, et c'est ça qui va être chouette, c'est un modèle d'élaboration de très belles cuvées avec des longs élevages sous bois comme on faisait au Clos Rougeard, etc. Donc c'est vraiment une envie, une vision, quelque chose d'assez net et de clair dans la tête d'Anatole Delabrosse qui est le propriétaire, le nouveau propriétaire de ce domaine. Et on sent, en tout cas, on a ce sentiment que tout ça, ça frémit et qu'on va obtenir avec d'abord l'arrivée des beaux millésimes qui sont arrivés de 2019, c'est un sacré millésime en Loire, on va en parler. Mais voilà, c'est quelque chose qui est une trajectoire et donc là vous avez un embryon de tout ce qui va arriver derrière dans cette propriété. Alors la propriété est située à Parnay, elle fait 15 hectares, ça fait partie de ces domaines qui ont toujours été bien situé, on est vraiment très bien situé d'un point de vue les parcelles sont quand même situées sur des beaux terroirs de l'appellation, c'est ça qui est d'abord important. Il faut savoir que Anatole Delabrosse est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui c'est aussi ça que j'ai apprécié dans l'histoire, c'est que c'est quelqu'un qui est parti d'une passion effrénée pour le vin, mais qui a réussi à construire un patrimoine conséquent pour pouvoir avec une activité de conseil, une boîte de conseil, et qui ensuite s'est, comme beaucoup de gens, dirigé vers la viticulture parce que c'était sa passion et qu'il voulait vraiment écrire une page dans l'histoire du monde du vin en France grâce à cette passion. Et donc il s'est associé à Loïc Yven et à Pierre de Rouen pour créer ce domaine, reprendre ce domaine. Et puis il s'est très bien entouré puisqu'il a fait appel à Michel Chevret pour la viticulture et donc passer directement à la viticulture en bio, voire biodynamie. Et puis derrière, on a Nadi Foucault du Clos Rougeard qui a lui aussi accroché sur l'idée de les conseiller un petit peu et d'amener ce projet assez haut. Avec en plus, à la fin de la chaîne de tous ces gens passionnés, Philippe Noyer, alias Mapoul, qui a, vous le savez peut-être si vous le connaissez, qui est un distributeur de vin à Paris très connu. Il a fait éclore le Clos Rougeard, Dagno et plein d'autres, Romain Guiberto et des centaines de très bons domaines. Donc d'une certaine manière, on a les étoiles sont alignées. Mais voilà, pendant que j'ouvre la bouteille, je voulais simplement attirer votre attention sur plein de détails. Je pense que cette propriété, si elle a une vision qui est très claire dans la gamme des vins qu'elle veut faire et surtout dans la manière dont elle doit faire rayonner la Loire, ça passe par plein de petits détails. Et là, vous ouvrez la bouteille de Domaine des Closiers, c'est pas un petit bouchon que vous pouvez trouver sur n'importe quelle bouteille de Semur Champigny. Ça, c'est un bouchon de 54 pleine fleurs qui doit coûter au moins, Anatole me contredira certainement, mais ça a coûté au moins 1,20 €, un truc comme ça. C'est une bouteille, vous avez remarqué, qui rappelle beaucoup la bouteille du Clos Rougeard et aussi de Romain Guiberto. Bref, on met les petits plats dans les grands, non seulement dans l'envie, mais aussi peut-être dans le packaging de cette bouteille qui annonce bien sûr beaucoup de plaisir. Alors là, ce que j'aime bien, c'est ce que je voulais simplement illustrer dans la dégustation, je vais en parler un petit peu avec vous, c'est de dire que vous avez la version... voilà, pas tout à fait débridé encore de cette parcelle des Coudray. C'est une cuvée qui n'a fait que de la cuve en élevage, donc qui n'a pas connu évidemment la respiration, l'aération, la floralité qu'apportent évidemment bien sûr les élevages sous bois. Ça viendra, il y aura des cuvées il y a des cuvées qui sont nées, qui sont encore en élevage et qui elles aussi vont un petit peu sur le modèle des vins assez longuement élevés de Loire, dessiner des dimensions un petit peu plus poudrées, un peu plus fines, plus florales. C'est ce qu'on aime beaucoup bien entendu dans la pâte du Clos Rougeard, mais d'une certaine manière ça va vraiment donner quelque chose de différent que ce que vous avez là. Mais là, moi ce que j'ai apprécié beaucoup d'abord dans cette cuvée, c'est sa précision, vous allez voir, on va en parler. Alors il faut savoir que 2019 est un millésime quand même assez remarquable. Je pense que dans toute la Loire, et vous avez compris aussi sur toute la latitude nord, si j'étais encore en Bourgogne la semaine dernière, le millésime est quand même de feu de Dieu, quoi. Les équilibres sont super, les acidités sont très belles, les états sanitaires sont magnifiques. Tout ce qui est Chenin, Cabernet Franc, etc., ça s'annonce vraiment très très beau. Et même
depuis la Touraine jusqu'en Anjou, etc. Donc il n'y a pas vraiment de sous-région de la Loire qui n'ait pas profité de cette qualité de vendange. Et 2019, on l'annonce, ça va être très 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 grand, et surtout dans le secteur de Saumur, en tout cas, pour avoir les échos en tout cas de ceux qui en font un petit peu. Même si le millésime, rappelez-vous, était quand même chaud. 2019, le mois de juillet, on avait quand même presque 40 degrés au mois de juillet qui brûlaient des raisins dans pas mal de régions. Donc comme quoi, si notre climat se réchauffe, on a aussi quand même des équilibres qui s'affinent au fur et à mesure des vendanges. Et ce que j'aime dire, en tout cas dans la Loire, c'est que ces cépages tardifs, ces climats un peu plus frais, etc., gagnent quand même d'un point de vue sanitaire, c'est clair, avec ce réchauffement climatique qui, d'une certaine manière, va permettre d'affiner un petit peu, je dirais, la maturité et des fois d'apporter de la précision au vin dans le verre. Alors j'en parle un petit peu parce que d'une certaine manière, lui c'est vraiment l'outsider, c'est pas le genre de vin que vous pouvez trouver n'importe où, que vous trouverez n'importe où. Le tirage n'est pas encore tout à fait répandu et donc d'une certaine manière on est fier de pouvoir vous présenter ce flacon. Alors 2019 les coudrais, ça fait quand même 14 degrés cette petite bête là, donc d'une certaine manière il y a un peu d'épaule. Bon, voilà, que la fraîcheur ligérienne qui est je dirais en contraste, c'est pas très grave, mais quand même, il a une certaine densité, ça se voit aussi dans la robe, hein, qui est assez profonde. Et puis au bouquet, moi ce que j'ai bien aimé dans cette lecture-là, c'est qu'on n'a aucune dimension variétale du Cabernet, enfin on n'a pas du tout la pyrazine, le végétal, etc. Donc ça c'est quand même la base pour quand on veut faire des beaux saumures, champigny, c'est vraiment chouette. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'on a un fruit compact, dense, mais à la fois on sent qu'il est animé par beaucoup de fraîcheur, d'instances un peu mentholées, de petites choses qui sont très très fines et qui lui égayent un petit peu sa dimension. Alors moi ça me plonge vraiment dans les baies, la myrte, les petites notes un peu sauvages, les petites touches un peu végétales également, mais qui sont vraiment sur le menthol, hein, plus que sur le végétal du poivron comme on l'a souvent sur Cabernet Franc. Et puis les petites pointes de réglisse, on a vraiment quelque chose d'assez croquant, on imagine très bien ce qu'on va déguster quand on met le nez dessus. Et d'une certaine manière, bon, on a la décontraction, mais à la fois la concentration, je trouve ça assez chouette. Ce que j'ai adoré en bouche dans ce vin, c'est le côté égayé en fait de sa matière, très appétissant, hyper salivant. Et surtout le grain de tanin très très poudré, très fin, qui escorte comme ça la matière, qui la charge pas du tout, on n'a pas du tout de sensation de sécheresse. Moi j'avais senti, même, c'était en mois de septembre l'année dernière, hein, la première dégustation, que tous les paramètres étaient réunis et qu'on allait obtenir finalement, même sur cette version relativement simple et pas trop élevée pas trop élevée de ce mur, qu'on a quelque chose de relativement complet, hein. C'est vraiment très gracieux dès la jeunesse, et ça m'a beaucoup plu. En tout cas, c'est ce qui m'a... J'ai trouvé le côté, je sais pas, évanescent, transperçant, appétant, voilà, c'était vraiment chouette. Avec une vraie longueur de bouche, hein, c'est pas qu'une petite cuvée de fruits, c'est aussi ce que je voulais saluer, il y a une vraie persistance. Ouais, quand je goûte ça, moi ça me donne la banane, j'ai envie de prendre l'apéro là. C'est vraiment... ça fait vraiment partie de ces grains particuliers qu'apporte le Cabernet Franc, qui n'a pas d'équivalent, hein. Je pense qu'aucun autre cépage a cette fraîcheur particulière. Et le Cabernet Franc, hein, qui combine densité sans lourdeur sur la langue comme ça, densité de petits fruits acidulés, mais sans lourdeur, je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà pour ce coup de cœur. J'aimerais tirer mon chapeau à la propriété et surtout leur dire que c'est que le début de l'histoire et que d'une certaine manière il y aura encore plein d'autres choses à découvrir au domaine des closiers. Mais voilà, pour ceux qui veulent vraiment aller passer un peu de temps, alors évidemment il y a d'autres très bons domaines, hein, on va en parler un petit peu tout à l'heure. On a une autre cuvée dans la Loire, c'est pour vous dire à quel point la Loire nous a un peu botté sur ce mois de janvier. Mais il y a bien sûr il y a le Château du Hureau, il y a Jean-Pierre Chevalier, il y a Antoine Sanzay, il y a plein de très bons acteurs. Il y a bien sûr les Guiberto, etc., etc. Mais ce qui compte, c'est vraiment le dynamisme qui est maintenant dans cette région, et surtout le nombre de très bons domaines. Et moi, j'aimerais simplement faire un parallèle avec un vignoble qui explose aussi d'un point de vue de notoriété, c'est la Corse. On voit bien que quand on a des très bons acteurs plusieurs acteurs sur une belle appellation, et bien qu'on a à la fin, d'une certaine manière, un peu plus d'enthousiasme du public d'abord, mais aussi une montée en gamme des vins de toute la région en général. Et voilà, donc on gagne finalement à avoir de plus en plus de très bons acteurs, et ce dynamisme, en tout cas, je le trouve très excitant sur l'appellation Saumur.
Voilà pour le premier plaisir, un beau Cabernet Franc. Je finirai la bouteille tout à l'heure, bien entendu. Alors, derrière, un autre rouge qui m'a lui aussi fait fondre de plaisir. Alors là, bon, pas trop de découvertes sur la propriété puisque ça fait belle lurette que Mathieu Cos fait des jolis vins à Cahors. On avait, il y a 2 ans, chez Chef d'Œuvre, mis une cuvée laquée 2015 dans un coffret de Chef d'Œuvre parce que là encore, on avait compris qu'il se passait quelque chose. Mais ceux qui suivent vraiment la propriété de près, qui goûtent régulièrement les vins, moi, ce que j'admire vraiment dans les dernières cuvées de Mathieu Cos, c'est la densité, la netteté et surtout le gain de finesse par rapport, bien entendu, à l'image qu'on se fait de Cahors. Par rapport à l'image qu'on se fait du Caux en général, mais surtout enfin, du Malbec, mais d'une certaine manière, on a vraiment un millésime ici qui est fou, quoi. On voit bien que 2016, vous le savez, 2016 dans le sud-ouest de la France, notamment à Bordeaux, a fait des très grands vins, qui combinent bien sûr maturité, acidité, potentiel de garde, concentration, etc. C'était une année quand même. Rappelez-vous de 2016, c'était une année qui avait fait transpirer les viticulteurs. Au mois de juin, il pleuvait 30 jours, je me rappelle, c'était quand même un truc de dingue. On n'avait jamais vu autant de pression fongique sur les raisins qu'en 2016. Enfin là sur la vigne, mais aussi même sur les baies des fois. À Sancerre, je me rappelle, c'était épouvantable 2016. Et quand on voit ce qui est né en 2016 à la fin, en fait, on peut se dire que c'est un millésime qui est un peu miraculé. Je vais ouvrir la bouteille parce que d'une certaine manière, elle me fait envie aussi. J'ai envie de regoûter ça. Ça a été un tel coup de cœur quand on l'a eu. Enfin, c'est Mathieu Cos qui m'a envoyé la bouteille pendant le mois de décembre. Quand on a goûté, on a flashé, mais un truc de dingue. Et je voulais absolument faire goûter ça. Alors qu'au départ, on avait prévu de mettre autre chose. Mais d'une certaine manière, c'est pas plus mal parce que c'était reculé pour mieux sauter avec la bouteille qui viendra dans votre coffret de février. Alors, je vous en parle un petit peu. Là, vous goûtez la Fage, donc une des cuvées du domaine. Il faut savoir qu'il y a une cuvée qu'il faut absolument aller chercher au domaine, qui pour moi est vraiment un trésor, mais c'est pas que ça fait quelques années que c'est pas vraiment une découverte, mais si vous avez la chance de déguster la cuvée Marguerite du domaine, franchement, vous allez avoir les larmes aux yeux, surtout si vous la prenez avec quelques années de bouteille. Moi, j'ai ouvert un Marguerite 2015 il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir que c'est une veine d'argile très particulière, des argiles rouges avec une sélection massale de Caux qui est magnifique. Et Nicolas qui dit plus de gel, oui, c'est clair que le gel en 2016, il a fait très mal, mais surtout en Bourgogne et en Côte de Beaune, je l'accorde. Mais voilà, d'une certaine manière, ce qui est né, peut-être ce qui est enthousiasmant, c'est la qualité du millésime dans pas mal de secteurs. Alors, je vous parlais de la cuvée de Mathieu Cos qu'il faut vraiment déguster en ce moment, qui est la cuvée la Marguerite. Là, franchement, on arrive à un niveau de texture, de profondeur, de longueur, etc. avec ce côté un peu, ce cousinage des argiles qu'on a à Pomerol qui est vraiment incroyable et qui donne vraiment à ce vin quelque chose de complètement unique, avec un grain et tout ça, une longueur de fou. Je suis pas le seul à apprécier. Il y a des centaines d'amateurs et de professionnels et de journalistes qui ont déjà salué la chose. Mais d'une certaine manière, il faut, si vous êtes amateur de belles bouteilles sur ce vin, l'attendre un tout petit peu. Ça va être quelque chose d'assez dingue, je pense, dans quelques années, même si les vignes sont encore, bien sûr, assez jeunes. Alors, je vous parle un petit peu de la Fage 2016, donc un millésime profond qui combine vraiment la maturité et la fraîcheur. C'est vraiment ce genre de grand vin qui est le salut, je pense, sur ces cépages. Si on a trop de puissance, on a aussi une forme de déséquilibre, parce que même si on a de la fraîcheur dans le Malbec, là on peut en avoir des fois des lectures un petit peu plus fermes, voire des fois un peu plus saturantes. Et puis si on est à peine mûr, on est végétal. Donc la fenêtre de tir est plus difficile. Et puis moi ce que j'ai adoré dans ce millésime 2016, c'est le caractère très complet de la matière qui fait que du début à la fin, en fonction du moment où il passe par la bouche, on est quelque chose de superbe. Alors au nez, vous allez voir, ça a la classe, hein. Franchement. Déjà c'est très net et c'est surtout sans aspérité boisée, c'est sans sophistication. Donc ce que j'aime plutôt bien dans cette lecture des vins de Mathieu Cos, c'est que on a quelque chose de sérieux, de construit, mais sans hyperbole. Il n'y a pas vraiment de dominante apportée par exogène apportée par les fûts, etc. Donc ça j'aime bien parce qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet dès le premier tour de verre, même si bien entendu ce vin mérite à gagner en oxygène, peut-être en temps aussi et en respiration dans un beau verre ou une carafe. En tout cas, ça plonge vraiment dans les baies noires, on est vraiment dans la forêt noire, cette dimension très très sombre qui conjugue ce caractère un peu acidulé, la cerise noire griotte très prononcée, la mûre sauvage, des notes qui sont assez profondes et acidulées à la fois.
Et puis, moi j'aime beaucoup la finesse hein, dégagée par le bouquet, parce que tout sous ça n'est pas hyper débordant, pas du tout technique, on n'est pas du tout dans les aromatiques de macération à froid trop prononcé, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose de très délicat et à la fois de très précis. C'est ce que j'aime beaucoup sur la lecture de ce Malbec et de cette cuvée Lafarge. Ensuite, quand on l'aère, bien entendu, on gagne avec plein de petites instances, de nuances un peu réglissées, de bâtons de réglisse, de choses comme ça qui sont superbes. De prunelle également, j'ai un peu de petites pointes de violette en fond de nez. Bon, ça c'est peut-être la jeunesse et la densité du vin qui fait ça, mais ça fait partie de ces bouquets qui sont expansifs. Moi, c'est ce que je remarque un petit peu sur les vins de Mathieu Cos, il y a une forme d'expansion des saveurs au fur et à mesure qu'on aère et qu'on attend un petit peu à l'ouverture. Ça c'est la vérité dans des grands vins qui ont un peu qui ont accueilli une belle viticulture souvent, hein, on le sait. Alors en bouche, j'adore. Voyez ça, c'est le vin qui vous rentre dedans, qui fait voler les quilles en éclats, par sa tension acidulée, qui a beaucoup de densité de sève à la fois, qui est en costume 3 pièces et qui est super classe. J'aime beaucoup le grain en fait qui est particulièrement élégant et racé dans ce millésime 2016, c'est un peu ça. Et puis ben c'est un peu comme Mathieu Cos, il rentre dans la pièce, il est très charismatique, il fait beaucoup de voilà, et les gens l'adorent et d'une certaine manière il a quand même une certaine structure, mais on lui salue un petit peu on salue un petit peu sa classe en même temps. Moi ce que j'aime beaucoup dans cette conjugaison en tout cas de la cuvée, et si je la compare aux autres, en tout cas, c'est qu'elle a plus de classe, par exemple, dans ce millésime-là que les millésimes précédents, voire les autres cuvées, hein, comme les laquais, par exemple, qui me paraît un peu plus brutal encore dans ce millésime. Mais d'une certaine manière, là, on a Cahors dans la puissance et dans la classe incarnée. Ça, c'est vraiment trop chouette. Tout en étant aussi, il faut le préciser, dans une cuvée qui n'est pas une cuvée hyper chère, hyper cotée, etc., etc. Donc, si Marguerite est à part et joue un peu dans une autre catégorie dans la gamme de Mathieu Cos, moi, ce que je veux simplement saluer là, c'est la performance dans le prix plaisir de cette cuvée qui est quand même assez dingue. Quand on aime un peu les grands vins, qu'on ne boit pas forcément que des grands vins très très chers, il faut quand même être conscient que faire ça à Cahors, pousser le curseur de la netteté, de la précision et de l'intensité gustative à ce degré, là, c'est pas tous les jours qu'on trouve des bouteilles comme ça. Pourtant, Dieu sait s'il y a des beaux domaines à Cahors, mais là, on est vraiment, je trouve, et spécialement dans cette équation-là, dans quelque chose de très vibrant. Et bon, vraiment j'adore. Donc cette bouteille, elle venait bien entendu d'abord vous réchauffer un petit peu sur ce mois de janvier qui est franchement pourri en temps, et d'une certaine manière c'est aussi les jolis vins d'hiver hein, pour lesquels il faut aller chercher voilà du réconfort. Mais ça, je sais que vous êtes créatif et que vous arriverez à trouver avec cette bouteille pas mal de choses. En tout cas, moi j'ai fait plein de tests sur des champignons, même sur des plats végétariens, sur de la betterave cuite, ça marche très très bien. Vous pourrez faire plein de mariages sur des plats qui ont un peu de poivre et tout, ça marche vraiment fort. Mais voilà, une belle betterave rôtie, si vous cuisinez végétarien, ça peut marcher très très fort sur ce genre de vin. Mais si vous aimez aussi quelques conjugaisons autour du champignon, évidemment, là vous êtes fin de période, début vraiment de la vraie période de la truffe noire, la vraie. C'est là que ça se passe, et bon, après tout on peut pas aller au ski, on peut rien faire d'autre. Si vous avez une petite truffe à acheter ou faire un grand plat et que vous servez un grand vin de ce pédigré là avec, je vous assure que la combinaison fonctionne du feu de Dieu. C'est 2016 pour les petites, je répondrai aux questions, et donc c'est Lafarge Cos Maisonneuve 2016. Voilà, super quille, abordable, franchement strike direct. Vous faites même les gens très exigeants qui aiment les Bordeaux de très gros en pédigré ne peuvent qu'applaudir cette proposition, c'est évident. Alors troisième plaisir, et pas des moindres, Burgundy Power forcément. Hein, ceux qui me connaissent savent que j'y passe pas mal de temps et que j'adore la région, mais surtout que on aime aussi défendre aussi dans ces coffrets on va dire la nouveauté. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de saluer l'évolution d'une appellation, des appellations, des régions et aussi de leurs auteurs. Je vais ouvrir cette bouteille en même temps que je vous la présente. Je vous emmène à Pouilly-Fuissé. Il faut savoir que le 1er novembre dernier, au début novembre du mois de l'année dernière, en pleine réflexion sur le reconfinement, on a failli, dans l'appellation Pouilly-Fumé,
Pouilly-Fuissé, pardon, oula, fatigué. Pouilly-Fuissé, on a failli ne pas avoir la signature du ministre de l'Agriculture pour avoir la classification premier cru sur les appellations Pouilly-Fuissé. On vous en a parlé plein de fois chez Chef-d'œuvre. Vous savez qu'il y a 22 parcelles qui sont maintenant classées Pouilly-Fuissé premier cru, qui sont d'une certaine manière un retour assez, on va dire, légitime de cette appellation sur le reste de la Bourgogne dans sa classification pyramidale avec les appellations génériques, village, premier cru, etc. Et donc là, on était un peu dans un no man's land en Mâconnais, puisqu'il n'y avait pas vraiment de classification des très très beaux terroirs, même s'ils avaient largement été identifiés chez les bons domaines. Ça n'a pas été un travail très simple, parce que c'est 10 ans de mise en... Salut Raphaël. C'est 10 ans de mise en relief d'abord d'observation des belles parcelles chez les bons domaines, c'est comprendre, comparer, c'est mettre tout le monde d'accord sur un cadastre, il y a des enjeux économiques monstrueux derrière, et puis il y a aussi l'idée que les vins doivent tenir leurs promesses dans le temps, parce que ça c'est les fondements de l'appellation d'origine contrôlée, donc il faut que les vins puissent tenir. Et j'avais pu participer en tout cas à Mâcon à la dégustation à l'aveugle des Pouilly-Fuissé premier cru, et je vous avoue que on avait encore à l'époque, je me rappelle c'était avec Audrey Braccini de chez Ferret, on avait encore à l'époque le sentiment qu'il y avait 3 écoles vraiment à Pouilly-Fuissé. Il y avait l'école de ceux qui vont manger très tard, qui faisaient des chardonnays un peu lactiques, etc. et qui avec des robes très dorées. Enfin, je veux dire, la Bourgogne des années 90, quoi, globalement. Il y avait ceux qui vont manger pas à la machine, pas mûr, etc. Et puis il y avait ceux qui vont manger, enfin qui étaient dans le bon. Mais c'est vrai que la fenêtre de tir était quand même ça. Mais ça veut pas dire que les terroirs n'avaient pas le potentiel. Et moi, je suis content que la région ait aujourd'hui renoué avec renouer un petit peu avec cette hiérarchie, puisque elle le méritait d'une certaine manière. Donc ça c'est vraiment chouette. Et alors je vais vous présenter un des Pouilly-Fuissé, donc là aux Boutières, c'est aussi une nouveauté dans l'offre du sud de la Bourgogne, puisque la propriété, c'est une histoire qui a commencé en 2016, donc vous n'allez pas pouvoir aussi comparer beaucoup, mais d'une certaine manière, la parcelle aux Boutières dont on va parler ce soir était légitime comme beaucoup d'autres, notamment le secteur de Fuissé qui est très riche. Alors il y a plusieurs, bien sûr, villages sur l'appellation Pouilly-Fuissé qui bénéficient des différentes classifications premier cru. Je vous laisserai vous renseigner sur chaque parcelle, etc. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est l'homogénéité et puis le gain en précision, en intensité que l'on a quand on monte vraiment dans cette hiérarchie, même s'il y a aussi des très très bons acteurs en dehors de ces appellations haut de gamme de maintenant, on va dire haut de gamme puisque c'est le haut du panier, on va dire, de l'appellation. Il y a aussi des très très grands acteurs, des grands faiseurs. L'appellation c'est quelque chose, mais il y a aussi des très grands vinificateurs, et ça, vous le savez tous autant que moi. Alors on va parler un petit peu de la famille Parinet, qui est d'Édouard, qui a racheté globalement ces 4 hectares de vignes en 2016. Alors c'est les propriétaires du Château Moulin à Vent, sont beaucoup plus connus dans le Beaujolais que dans le Mâconnais. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette cuvée, d'abord j'ai eu la chance de le déguster avec le viticulteur, c'est quand même, enfin avec le domaine, c'est quand même plus sympa. Mais surtout, c'est un vin que j'aurais adoré en fait avoir à l'aveugle, parce que je pense que dans la présentation de ce millésime 2018, alors c'était les toutes dernières bouteilles de 2018 qu'on a pu avoir chez Chef-d'œuvre. Je vous assure que pour avoir les 600 dernières bouteilles, ça a été quand même un truc de fou. Mais on a réussi quand même, et chacun l'aura reçu, mais on pourra pas vous en vendre, parce que voilà, on est à peu près une bouteille par personne globalement sur ce coffret d'abonnement. J'aurais voulu l'avoir à l'aveugle, parce que pour moi, ça fait partie de ces rares vins qui, des fois, peuvent à l'aveugle comme ça venir un tout petit peu, je sais pas, dans une série à l'aveugle à côté de certains secteurs de Chassagne. Moi, ça me rappelle beaucoup les instances minérales de certains secteurs de Chassagne, ou alors de certaines marnes blanches qui épousent des Charlemagne, etc. Et on est vraiment sur un rendu aromatique et gustatif qui me rappelle plus, bien sûr, ce qu'on a à Chassagne que Pouilly. Donc là, c'est quelque chose qui m'a frappé, et dès le premier tour de verre, quand j'ai goûté pour la première fois cette bouteille. Alors j'avais déjà bu un des vins avant de 2016 ou 2017, une fois à l'aveugle dans un restaurant, mais j'avais pas tant accroché que ça, et là 2018 ça a été un flash. Donc je suis content de vous présenter cette bouteille. Alors Boutières est un lieu-dit donc de l'appellation, vous l'avez compris. C'est surtout
une expression de Pouilly-Fussé qui pour moi laisse vraiment, enfin, dans ce verre et dans cette bouteille que j'ai quand même rebu plusieurs fois avant de vous en parler, c'est vraiment l'expression du caillou avant l'expression de l'empreinte de la vinification. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, et c'est ça qui m'a vraiment charmé. J'aime beaucoup les Pouilly-Fussé chez Ferret, j'aime beaucoup les Pouilly-Fussé dans le Clos des Carres d'Olivier Merlin, j'aime beaucoup, etc. Mais mais tous ont en fait d'une certaine manière une petite empreinte stylistique qui appartient un peu au domaine. Le domaine là de la famille Parinès, je connais pas vraiment leur empreinte stylistique, c'est vraiment le début du truc. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce blanc, c'est que quand je me suis dit là-dessus, quand j'ai mis le nez là-dessus, je me suis dit, ok, c'est du jus de caillou. Ça rappelle les très beaux terroirs de Chassagne au nez, comme les Caillerets, vous voyez, quand on est vraiment dans cette partie-là, un petit peu au sud de l'appellation, qu'on monte voilà, vers la Grande Montagne, etc., les Caillerets, etc. On est vraiment dans ce jus de caillou, voilà. Et puis, bon, on sent bien qu'il y a un peu d'élevage autour, mais ça participe pas. Et franchement, ce vin, si vous me l'avez mis à l'aveugle, et je l'ai écrit dans ma fiche et je l'ai expliqué dans mon... moi, ça me rappelle, au premier nez, ça me rappelle les Chassagnes environ d'eau de Sabine Mollard de Maine-Marc Moret. Franchement, quand j'ai ce nez-là, je sens ça, j'ai vraiment ce même bouquet-là. Je pense que ça serait intéressant de les mettre côte à côte pour juste s'amuser à la comparaison. En tout cas, moi, ce genre de plaisir-là, évidemment, quand on a le caillou, un petit peu d'élevage, etc. autour, ça me va très bien. Mais c'est vrai que ce nez, il me transporte plus à Chassagne qu'à Pouilly. Donc, d'une certaine manière, j'ai accroché pour ça. La deuxième chose qui m'a... Alors, évidemment, en bouche, c'est un peu différent, parce qu'on n'a pas tout à fait la même construction, la même architecture que sur Chassagne-Montrachet. C'est aussi là, je pense que Pouilly-Fussé a une carte à jouer, c'est que on est dans la complémentarité de la richesse bourguignonne, c'est qu'il faut pas simplement avoir des pseudos ou des copies pâles de quelque chose, il faut avoir quelque chose de nuancé et différent. Et là, moi, j'aime beaucoup ce qui se passe en bouche aussi. Alors, c'est 2018, on sait que c'est millésime chaud, on sait que c'est un millésime à rendement, c'est pas la meilleure équation, évidemment, qu'on aurait pour souhaiter, mais là, vous allez voir que ceux qui ont la bouteille, en tout cas, que c'est quelque chose de très très bien fait, et surtout de très bien ciselé, parce que il y a acidité et maturité. Alors, l'acidité dans le 2018, on pourra en parler, je pense d'un point de vue analytique, ça dépendait un peu de plein de choses, mais le rendement est venu sauver un peu d'une certaine manière la fraîcheur des vins. Et puis, en fait, ils sont pas si lourds que ça, les 2018, hein, pour en avoir bu quand même pas mal. Bon, je pense que c'est un millésime qui est un peu épaulé, fallait pas vendanger trop tard, c'est sûr, mais voilà, le rendement est venu un petit peu sauver les choses, d'une certaine manière, dans le Mâconnais, c'est quelque chose qui fait pas peur un petit peu au terroir, qui ont beaucoup d'instances minérales comme ça, donc on en parle. Alors il faut savoir que c'est le chef de cave du Château Moulin à Vent qui a vinifié cette cuvée, que tout n'est pas fait sous bois, c'est ce que m'a dit Edouard lors de la présentation de la cuvée, mais qu'il y a globalement un peu de bois et une partie en cuve. Intéressant de voir en fait la construction de la bouche, hein, qui a un vrai volume, un vrai coffre, avec une onctuosité qui à la fois est toute relative, elle n'est pas trop prononcée, c'est ce que j'ai aimé. On n'est pas sur les équilibres puissants, surpuissants qu'on peut avoir à Pouilly-Fussé, c'est aussi ça qui est aussi intéressant. Et d'une certaine manière, moi ce que j'aime beaucoup dans le vin, c'est la manière dont le cœur de bouche est animé, la sensation pierreuse, l'agrume, les notes un petit peu de châtaigne, de noisette, de choses comme ça qui se déploient un petit peu du verre, qui rappellent un peu bien entendu la nuance apportée par l'élevage. Cette sensation aussi un peu quasi iodée, qui rappelle, bon, à l'aveugle, je sais pas si ça va déjà arriver, mais moi souvent dans le Mâconnais, des chablis de millésime solaire qui sont fermentés un petit peu sous bois, ou alors des Mâconnais qui sont voilà ça. Et moi j'ai cette petite rémanence un peu iodée marine qui rappelle un peu certains secteurs de Chablis à l'aveugle quoi, hein, vraiment sur la dimension un peu marine et iodée. Ça d'une certaine manière je trouve ça assez percutant sur cette bouteille. Oh que c'est bon, purée. Oh, enfin, moi j'adore ça. Hein. Après on sent quand même sur la finale de bouche qu'on n'a pas le grip et l'accroche d'un premier cru de Chassagne. Je pense qu'il lui manque un tout petit peu de longueur pour être vraiment sur le même pédigré, mais et ça c'est peut-être l'histoire du rendement, on verra un petit peu ce que diront les 2019, 2020, etc. sur des années un peu plus équilibrées. Mais d'une certaine manière, ce qui est beau là, c'est la promesse. Hein. Et enfin c'est un petit peu comme tout ce qu'on souhaite dans cette année 2020, c'est une belle promesse, beaucoup de plaisir. Mais voilà, Pouilly-Fussé, une vraie longueur de premier cru, ça c'est clair, il n'y a pas de sujet. Et puis surtout, une vraie définition minérale très très prégnante sur ce vin. Et donc quelque chose de très beau. Avec, je l'espère, en tout cas pour la propriété, beaucoup de succès. On verra évidemment la manière dont cette propriété évolue.
et on la suivra de près. Mais en tout cas, c'était un coup de cœur du mois de décembre et on a fondu, enfin un peu avant novembre, on a fondu en se disant faut faire goûter ça parce que là quand même c'est l'actualité, c'est l'appellation Pouilly-Fuissé et Premier Cru qui va naître, c'est un nouveau domaine et d'une certaine manière on voit bien dans le verre que c'est du solide comme pas mal de vins d'ailleurs maintenant dans la région du Mâconnais. Voilà pour ce coffret en route vers les étoiles. Alors évidemment je pourrais vous parler des heures de tous ces domaines. Je vais essayer d'aller assez vite pour présenter les autres derrière. Je vais vous présenter aussi le coffret découverte parce que ça c'est important. On va parler là encore de nouveaux acteurs. Là, on va parler de Maxime Cotenso. Attention les amis, là vous allez avoir affaire à un jeune qui va lui aussi écrire une partition de l'appellation Montagny. On a eu la chance d'aller moi je suis allé le voir 2 fois Maxime, c'était Vincent Dureuil qui m'avait suggéré, puisque sachez que Maxime a été le jeune padawan de Vincent, il a fait son stage au domaine, etc. Et puis il a repris quelques hectares, 4 ou 5 hectares, enfin 5 hectares de mémoire maintenant sur Montagny. La famille de Maxime Cotenso était livrée des vins à la cave de la région. C'est un jeune qui va, à mon avis, faire beaucoup de belles choses. Alors, il s'est installé, sa cave est très belle. Allez voir Maxime chez lui parce que sa cave est vraiment toute neuve. C'est vraiment un beau petit bâtiment à côté de la maison, très sympa. Et en août dernier, je suis allé voir parce que 1 an avant, j'avais eu la chance d'aller pouvoir le rencontrer. La cave n'était pas construite, mais j'avais bien senti dans la cave d'une vieille maison de la famille du village qu'il allait se passer quelque chose. Et puis on avait pu comparer comme ça différents premiers crus de Montagny et puis différentes parcelles. Alors il faut savoir que c'est les premiers essais hein, et qu'on est vraiment sans filet quand on commence comme ça, mais on voit bien que l'intention est très belle. Alors pour Maxime évidemment il y a une éthique qui s'est installée, d'abord une belle viticulture et qui devrait pousser le curseur beaucoup plus loin avec les années à venir. La deuxième chose qu'il faut observer chez Maxime c'est l'envie de faire des vins de terroir avec des vrais parcellaires, un rendement maîtrisé, puis aussi peut-être un tout petit peu plus de griffes et de pattes mais comme quelqu'un qui commence, il doit se frotter à des sujets importants qui sont quel choix de fût sur les vins jeunes, est-ce que ça va marcher, pourquoi mes malots traînent tant, pourquoi ce vin-là a pas fait complètement sa malo, etc., etc., etc. Et donc on a plein de sujets qui sont arrivés au long des conversations et comme ça, un peu d'inquiétude forcément, mais aussi quelque chose de très bon à voir évoluer. Et d'une certaine manière, il faut regarder cette start-up de Montagny comme quelque chose de très excitant. En tout cas, nous, on a beaucoup apprécié les vignes longues. Alors ça fait partie des cuvées qui sont vraiment il y a 2-3 cuvées différentes au domaine, différents lieux-dits. Il y a différentes expositions, différents secteurs, des millésimes qui sont mieux gérés que d'autres au niveau des maturités. Là, j'ai choisi la bouteille qui a la plus grande finesse, la plus grande longueur, etc. Et d'une certaine manière, aussi celle qui correspond un petit peu plus à l'avenir que j'imagine en tout cas se dessiner chez Maxime. Il utilise, pour la petite anecdote, il a quelques fûts Chassin qui lui fait quelques jolies barriques. Et puis il n'y a pas que ça, mais d'une certaine manière, il y a avoir des fûts chez Stéphane Chassin, c'est pas non plus quelque chose de très évident. Alors c'est vrai que quand on sort de chez Vincent Dureuil, ça ouvre des portes, mais voilà. Alors il y a ça, et puis il y a sachez-le. Alors j'ai goûté les 2019 qui sont assez enthousiasmants aussi, mais il fait aussi. Alors ça, il l'a fait sur une vigne de Mercuret Village de mémoire. En 2019, il a fait des Mercuret Village où il a fait tout au pédicelle, au ciseau, etc. Et franchement, il y a un fût, on a goûté, c'était dingue. Et donc absolument, alors à suivre pour les rouges aussi, même si il y a plus de blanc au domaine que de rouge. Il fait un petit peu d'aligoté, voilà. En tout cas, Maxime Cotenso, notez bien ce nom-là parce que d'une certaine manière, vous allez entendre parler. Là, les 5 hectares de vignes, ça marche plutôt pas mal et au fur et à mesure que la taille du domaine va devenir un petit peu plus importante, tout ça va s'installer et va donner, je l'espère en tout cas, et pour l'appellation, pour la région, encore la côte chalonnaise qui est ma région natale, d'une certaine manière un peu plus d'élan et encore une fois un nouveau souffle à sa communication. Alors dans le verre, les vignes longues, alors la fermentation malolactique n'est pas faite totalement sur ce vin, je préfère le préciser. Ce qui va peut-être en prime de la qualité des terroirs de Montagny qui fait quand même des vins un peu plus ciselés avec des belles acidités, un peu comme Rully, mais d'une certaine manière on est vraiment
en essai hein, sur cette bouteille. Ce qui est important, c'est que on a quand même un résultat très homogène. Des vins qui n'ont pas fait la malolactique complètement sur les chardonnays, c'est pas un drame. Sincèrement, j'ai goûté des vins très connus, des très très grands vins de très grands domaines qui n'avaient pas tout à fait la malo. Et alors, voilà, bon, on s'en est remis. C'est vrai que par contre, ça aiguise un peu plus l'essence. Hein, ça tonifie, on va dire, le chardonnay dans sa lecture. Et donc, d'une certaine manière, c'est chouette. Alors, je vous en parle un petit peu dans le verre, si vous voulez, pour vous dire... voilà. Alors évidemment, on est en phase primaire, évidemment, des saveurs et surtout de l'expression de ces terroirs. Je trouve que c'est relativement bien géré sur les bois, parce que d'une certaine manière, voilà, vous savez, quand vous commencez avec un tonnelier, et puis que vous vous lancez comme ça dans une production, bah, vous dites oh merde, pourquoi celui-là et celui-là, pourquoi ça marche pas, etc. Donc il y a aussi le côté l'aventurier, mais d'une certaine manière le vin est dedans, et puis le fût vous l'avez payé une blinde, donc il faut quand même l'amortir. Donc enfin voilà, il y a toute cette dimension-là qui est particulière, mais moi je trouve que le rendu final sur cette partie des vignes longues est très très belle. Alors il y a les vignes du soleil, ou il y a d'autres crus dans le domaine qui ont pris un peu plus de chaleur. Il y a une vigne familiale aussi qui est très chère à Maxime et à son papa, mais d'une certaine manière, les vignes longues me paraissaient comme ça le vin le plus équilibré. Alors, pour moi, c'est la petite touche de maïs, vous savez, le petit côté maïs popcorn qui domine un petit peu la gamme aromatique du nez, avec la poire derrière. On a moins de dimension minérale que sur le Pouilly-Fuissé qu'on a goûté avant, ça c'est clair. Évidemment, elle est en sous-jacente, elle est surtout un petit peu derrière, engoncée derrière tout cet univers un petit peu primaire. On sent que Maxime a fait des longs élevages. Alors ça, c'est quelque chose que je voudrais saluer. Les longs élevages, même sur des petites appellations de la côte chalonnaise, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est un salut de l'expression du cru. Et on voit bien que c'est une cave qui est très froide, parce que c'est très lent, quoi. Hein, on voit, il y a une forme de jeunesse et de réduction très fine sur ce vin qui, pour moi, le coince dans quelque chose d'assez réducteur et qui, d'une certaine manière, lui offre aussi peut-être un avenir assez sympathique dans le verre. Alors, c'est une frontière qu'il faut pas trop franchir non plus, la réduction, il faut pas aller trop bas, mais d'une certaine manière, ce que fait Maxime et ce que je lis dans ce verre, c'est un vin qui a été préservé. Alors il fait voilà 2 hivers sous bois sous ces vins qui sont livrés donc comme beaucoup de très beaux domaines, de très belles appellations de Côte-de-Beaune. Souvent vers le printemps, voire un peu plus tard, donc printemps un an et demi après la récolte. Donc ça c'est vraiment chouette que ça fonctionne comme ça. Dans le verre on continue avec une petite touche, on voit bien la petite présence des fûts-chassins qui est un peu plus fumé, qui est un peu plus qui tire un tout petit peu plus sur les petites instances saumon fumé, des choses comme ça du nez, mais ça a de la classe, et puis ça a de l'avenir aussi, hein, parce que il y a de la grume, il y a plein de choses derrière, hein, il y a une petite instance caillouteuse également qui sont très chouettes. Alors, ce qui est beau en fait, hein, c'est que ça a du rythme, c'est appétant, c'est hyper sapide. En fait, ça a moins de coffre en puissance que le Pouilly-Fuissé, ça c'est clair qu'on a goûté avant. Mais par contre, en salinité, en dimension, la manière dont ça vous chope les papilles, ça vous emmène un petit peu comme ça, sur quelque chose d'hyper sapide et hyper savoureux, je trouve c'est très efficace. Et donc, c'est aussi d'abord, on voit bien la vertu. Alors il y a plein de bons acteurs à Montagny, même si c'est une appellation, je pense qu'il y a encore beaucoup d'avenir à dessiner devant elle. Je pense que c'est une appellation qui mérite encore un peu plus d'artisanat, de choses un petit peu plus. Mais il y a aujourd'hui quand même quelque chose, quoi. Il est clair qu'on peut pas avoir classé cette appellation, ses premiers crus, etc., sans qu'il y ait tout ce potentiel. Et je pense que là, vous avez une des premières, en sensation pour ceux qui ont cette bouteille, les premières, je dirais, des premiers rythmes apportés par cette hiérarchie de Montagny, et surtout une vraie longueur, hein. Franchement c'est très bluffant pour un premier coup d'essai. Je sais pas si il y a des gens parmi vous qui se sont essayés à faire du vin pour leur premier coup d'essai, mais quand on sort ça pour son premier millésime, moi je dis chapeau. Et voilà, c'est ça pour ça qu'on a adoré. On a bien sûr illustrer un petit peu nos visites avec des posts et en disant qu'il allait se passer quelque chose dans ce domaine, et on est très fiers d'avoir pu mettre en tout cas cette bouteille de vigne longue dans un coffret de chef-d'œuvre.
Notez bien ce nom les amis, ça va faire mal. Deuxième bouteille du coffret découverte de ce mois-ci. Là aussi, gros coup de cœur. Et alors là, une réflexion. La première, c'est la Loire encore, vous l'avez vu, compris avec le domaine des Closiers. La Loire encore dans sa dimension mûre, complète et émouvante. Mais surtout après, moi ce que j'aime dire, c'est que il n'y a pas de recette miracle dans les beaux vins, d'émotion. On a toujours tendance à penser, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut désamorcer, que d'une certaine manière, ce qui vous fait vibrer chez l'un doit marcher chez le voisin. Mais en fait, c'est un faux sujet. C'est un peu comme si je vous disais, bon ok, alors Pierre Gagnère fait telle recette, donc si Yannick Aleno fait la même ou à peu près pareil, ça va marcher. En fait, faux sujet. Ce qui compte vraiment, c'est l'émotion que chacun tire de chaque style. Et là, moi j'ai goûté cette bouteille à l'aveugle, c'est donc la cuvée Les Févettes au Château du Hureau 2017 de Battant. Donc vous connaissez un petit peu la propriété, un domaine en bio très connu de Saumur. Moi j'ai eu la chance quand j'ai commencé ma carrière de visiter la propriété, alors c'était au tout début, dans la cave absolument magnifique, creusée dans la roche, avec les cuves, je me rappelle à l'époque. C'est un domaine qui fait pas d'élevage sous bois sur ses vins rouges. C'est quand même assez fou ça. C'est que l'âge des vignes et le temps qui donne le tempo au vin. Et d'une certaine manière, c'est quand même quelque chose que je trouve assez chouette. Alors, j'avais goûté aussi des blancs au domaine qui vieillissaient incroyable. J'avais goûté des 95 qui truffaient à fond et autres. Et ils font donc et d'ailleurs la cuvée est très abordable. Hein, la cuvée de blanc du domaine du Château du Hureau, franchement, c'est imbattable. Imbattable. Et surtout quand on voit ce que ça donne au vieillissement. C'est ce qui prouve bien sûr le pédigré du terroir, la qualité des sols, la viticulture engagée dessus, mais surtout qu'en fait, le vin ne n'est pas là forcément dans la cave. C'est vraiment assez, c'est aussi ça qui je trouve intéressant. Alors, mon cœur de bourguignon dira quand même que à choisir entre la dimension réductrice du Cabernet Franc qui des fois l'est trop et la qualité olfactive, florale, pivoine, etc., rose que peut prendre le Cabernet Franc avec des longs élevages, d'une certaine manière, je préfère la deuxième version. Mais là, quand même, quand j'ai goûté ça, moi, j'ai goûté. En plus, on l'a bu à l'aveugle et c'est toujours très important parce que vous avez beau aimer les gens, vous avez beau, etc. Il faut goûter à l'aveugle puisque c'est là qu'en fait on se dit mais oui, mais quelle évidence, mais mon Dieu, pourquoi j'y ai pas pensé avant, etc., etc. Donc c'est très chouette de pouvoir comparer en tout cas pour moi en tout cas dans ce live deux beaux vins de Saumur-Champigny puisque là vous avez goûté donc on va goûter la cuvée Les Févettes. Alors c'est des très vieilles vignes, hein, des vignes qui sont cotées dans les 50 qui sont quand même assez remarquables. Et puis un millésime 2017, je sais pas si vous avez goûté 2017 à Saumur-Champigny, mais c'est quand même quelque chose de très beau. Moi je pense que c'est un des très beaux millésimes de l'appellation. L'homogénéité en tout cas on l'a vu chez Jean-Pierre Chevalier, chez plein d'autres, il y a quand même un truc dans les 2017. Je le préfère typiquement au 2018 parce que pour moi il s'est mûr mais à la fois peut-être moins rôti et donc c'est un petit peu la vertu que l'on cherche aussi dans les beaux vins de l'appellation. Alors on en parle, c'est assez profond, hein. Vous avez vu la robe là, c'est quand même assez soutenu. Bon, évidemment les Cabernet Franc qui sont que en cuve, ils gardent toute cette chromatographie, toute cette couleur. Mais on est un petit peu moins soutenu que le domaine des Closiers, qui est un petit peu plus, donc qui est 2 ans plus jeune, hein, mais voilà. Alors au bouquet, on est beaucoup plus ligérien, très classique, plus classique, je dirais, dans la lecture du fruit que ce que je répondrai aux petites questions après, hein, de la température de service, etc. On est plus proche évidemment de paysages plus connus aromatiquement. Mais moi, ce que j'ai aimé de cette cuvée Les Févettes du Château du Hureau de Philippe Battant, c'est encore une fois, c'est ce contraste maturité-fraîcheur, un peu mentholé, et peut-être aussi, je dirais, l'ouverture, la simplicité, la gourmandise en prime peut-être. Je pense qu'on est moins profond en terroir que sur ce qu'on a goûté dans les coups de raie tout à l'heure, peut-être, enfin, je sais pas, on verra. On verra dans le temps, hein, surtout. Par contre, ce qui compte dans la sensation livrée par ce genre de vin, c'est bon, d'abord le vin a 2 ans de plus, donc on peut pas vraiment les comparer ce soir. Mais d'une certaine manière, c'est la gourmandise, le côté accompli, la spontanéité, le côté juteux. Voilà. Et donc nous, on a été électrisé par cette bouteille à l'aveugle. Franchement, on a vraiment flashé. Et donc, quand on mesure le rapport prix-plaisir de cette cuvée, je vous assure que là, celui qui se paye ces bouteilles-là, qui a un tout petit peu de patience,
parce que ben, les grands vins de... Il y a une cuvée qui s'appelle l'Isagat, hein, en 2017. Vous payez ça, mais franchement, c'est des bouteilles entre... Allez, au domaine, vous payez des bouteilles entre 12 et 25 euros, quoi. Et donc, c'est vraiment, pour des amateurs de vin, ceux qui ont une belle cave, ceux qui savent évidemment que tous ces grands vins ont un avenir en cave et qu'ils ont aussi de la magie avec le temps, c'est vraiment bargain, quoi. Il faut vraiment penser à ça comme... Enfin, regardez la Loire avec je dirais ce spectre-là. C'est pas que de l'instantanéité le Cabernet Franc, c'est pas que le copain de canon, c'est pas le vin qu'on sert trop froid, nanana. Il faut comprendre un petit peu ça. Les belles cuvées, elles sont faites pour vieillir. Et tous ceux qui ouvrent des grands Cabernet Franc avec de l'âge le savent. Donc voilà, petit message aux amateurs de Cabernet Franc de Loire. Alors... Là, on est quand même un peu plus classique sur la dimension du Cabernet, qui va tirer un petit peu plus sur cette dimension de cassis, de feuilles de cassis. On a quand même une toute petite instance végétale qui rappelle un petit peu plus le Cabernet Franc, mais franchement, c'est bien mûr et c'est pas trop grossier, quoi. Donc, on sait que la cuve, l'élevage en cuve et la cuve inox va figer un peu cette aromatique-là, mais d'une certaine manière. Je réponds aux questions après. Alors attendez, voilà pour la bouteille que vous n'avez pas vue peut-être avant, Maxime Cotenso, Montagny Vinang. Voilà, j'avance pour la suite. Et donc, je ne sais plus ce que je vous disais, oui, ce qu'il faut observer, c'est qu'on a tendance d'une certaine manière à figer un petit peu la gamme aromatique du Cabernet Franc quand on ne lève qu'en cuve. Ça, c'est un choix. On n'amène pas d'autres dimensions espérées, entre guillemets. Mais après, on en préserve aussi un petit peu ses qualités, donc la fraîcheur, la sensation de fruits un peu acidulés, percutants, ça c'est vraiment important. Et puis si le grain de tanin est mûr et que derrière il n'y a pas de végétal, là l'équation peut être très belle. Alors, pour avoir fait pas mal de dégustations à l'aveugle sur des vieux millésimes de Loire et des saumures champigny d'une époque où les rendements étaient dingues, où il y avait de viticulture pas forcément aussi engagée qu'aujourd'hui, etc., etc., je peux vous assurer que ça garde un tonus et une capacité à vieillir absolument folle, ce genre de vin. Et souvent, on les attend pas, en fait. On pense que ce sont les vins qui sont élevés sous bois, etc., qui ont les plus grands potentiels. Alors, c'est vrai que les vins qui sont élevés sous bois, souvent, ce sont les beaux terroirs qu'on a envie de magnifier des fois et puis d'exprimer. Mais là, franchement, vous avez l'expression, en fait, du Cabernet Franc contenue dans une forme d'intensité et d'une forme de jeunesse qui est assez éternelle quand les bouteilles se vieillissent. Et donc, moi j'incite bien sûr les passionnés à mettre des bouteilles là comme ça en cave. Quand vous payez une bouteille de Févette, franchement au prix de la bouteille, vous n'avez aucun risque de vous planter. Vous la buviez aujourd'hui, qu'elle vous régale, que vous la buviez dans 5 ans ou que dans 10 ans, franchement il y a zéro risque. C'est ça qui compte. Vraiment c'est important de le dire. Alors, bon j'ai cette note de feuille de cassis, voilà. Mais il y a un petit fond de noyau de cerise. On a un côté juteux dans les derniers millésimes à Saumur Champigny qui sont de toute manière le salut, je pense, un petit peu de ce réchauffement climatique et des maturités qui sont plus abouties aujourd'hui. Alors, l'école de l'humilité, c'est de se dire que on retrouve très vite à l'aveugle ce vin dans sa dimension variétale un tout petit peu, on retrouve le Cabernet Franc plus dans son spectre, mais ce que j'aime beaucoup aussi dans ce vin, c'est son grain. Alors, il est très différent du domaine des closiers, et à la fois on les compare donc pas dans le même millésime, donc il faut quand même borner un petit peu tout ça. On sent qu'on est quand même un tout petit peu plus léché, un tout petit peu plus, je dirais, bordé sur la dimension variétale du cépage ici. Mais voilà, il y a quand même, regardez un peu, pour ceux qui ont la bouteille à la maison, regardez la manière dont le tanin est bien graissé, la manière dont on finit un petit peu comme ça, sur quelque chose, un petit peu de sensation salivante, appétante, un tout petit peu variétale, mais à la fois, on lui pardonne presque tout parce que le jus est tellement corsé qu'on a, d'une certaine manière, pas trop envie d'y résister, on n'a pas trop envie de réfléchir surtout, et on se dit, waouh, la Loire quand même, on est monté d'un ton, il y a quelque chose de chouette, et c'est quelque chose qui d'une certaine manière a beaucoup évolué. Moi je suis quand même très excité de voir avec toute cette homogénéité autour de l'appellation Saumur Champigny, de plus en plus de plaisir s'installer, et des vins finalement qui n'ont jamais été aussi aboutis qu'aujourd'hui. Voilà pour cette petite présentation du coffret découverte. Alors évidemment, je vous laisserai découvrir les autres cuvées du Château du Hérault. Ça fait partie de ces belles propriétés, hein, franchement. Alors j'aime pas tous les millésimes, j'ai pas forcément accroché toutes les vendanges, mais là franchement en 2017, waouh. Et les 2019 blancs, très très beau au domaine aussi. Franchement c'est une bouteille qui vaut une bouchée de pain. Pour ceux qui ont ça dans leur cave, vous pouvez compter surtout sur la cuvée
du domaine, parce qu'elle vieillit très très bien. Et là encore, on prouve bien que c'est souvent le terroir et le sol qui fait les vins de longévité, pas forcément l'exploit de la cave par le maître, la personne qui le fait. Voilà. Alors maintenant, je vous parle un petit peu des coffrets absolument rouges de chefs-d'œuvre, puisque c'est quand même un peu le sujet de ce live. Il est 7h25, on est en retard, mais on est toujours en retard chez chefs-d'œuvre, c'est pas grave. Je vous parle un petit peu donc. Alors il y a une cuvée qui est venue compléter je vais l'ouvrir avec vous. C'est ce coffret absolument rouge. Alors absolument rouge, on enlève une bouteille de blanc, on enlève les blancs, on remplace par des rouges. C'est pas plus compliqué que ça. Je voulais vous parler un petit peu du domaine de Fa. C'est la propriété de la famille Graillot. Tout le monde connaît bien entendu Alain Graillot et puis ses enfants et l'histoire de cette propriété qui finalement a commencé il n'y a pas si longtemps, puisque on parle des années 2014 je crois, ou un petit peu avant, mais j'ai plus tout en tête. Je crois que c'est 2014 ouais, pour les premiers vins du domaine. D'ailleurs, commencer avec des millésimes comme ça, c'est quand même assez challengeant dans le Beaujolais, mais d'une certaine manière, j'aime l'idée qu'on ait maintenant aussi voilà, des nouveaux acteurs qui arrivent sur ces... On le sait, le Beaujolais est une région qui a on vous l'a dit avec les vins de chez Devine qu'on a mis dans votre coffret de novembre, ou alors de beaucoup d'autres domaines qu'on aime bien, bien sûr, dans le Beaujolais. C'est quand même une super région, c'est quand même une région qui bouge, qui trouve, grâce à des nouveaux acteurs comme ça, beaucoup de rythme et d'une certaine manière encore plus de légitimité. Et les crus du Beaujolais qui vont peut-être à contre-courant du reste de l'appellation, des appellations, voilà, sont d'une certaine manière une forme je pense de locomotive pour la région. Donc il faut être conscient de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai goûté cette bouteille en fin d'année, c'était avec Antoine Graillot, et puis c'était surtout dans l'idée de présenter voilà, des domaines qui s'améliorent, qui se renouvellent, qui affinent un petit peu les traits de ce qu'ils ont fait. Là, il y avait encore une dimension entrepreneuriale que j'aime beaucoup, et la famille Graillot, donc quand ils se sont installés à Fleury et Saint-Amour, ils ont mis les petits plats dans les grands en termes de viticulture, en termes de choix d'élevage, en termes de vision, de vinification, etc. Et je trouve que ça participe un petit peu à l'engouement que l'on peut avoir aujourd'hui sur cette région. Même si les vins un petit peu de surface qu'on a découvert au départ gagnent en profondeur aujourd'hui, en race, etc. Donc c'est très intéressant d'observer tout ça. Alors, le domaine de Fa, le Fleury, puisqu'on va parler que du Fleury ce soir, il faut savoir qu'on est sur des beaux terroirs de Fleury, hein, il faut aller voir la parcelle. On est sur la prolongation de Poncier, hein, c'est les beaux terroirs en coteaux de l'appellation. Le lieu dit Roche-Guillon est bien entendu précisé sur l'étiquette. Il y a une parcellisation, il faut le savoir, qui est aussi riche dans l'offre beaujolaise que sur les grands terroirs de Bourgogne, et donc d'une certaine manière il faut respecter ça et bien entendu aller jusque là dans l'expression du détail, puisque c'est ce qui façonne d'une certaine manière l'identité, la race, la griffe, enfin vraiment il faut aller chercher tout ça dans chaque vignoble. Franchement, le parcellaire c'est l'avenir, enfin je veux pas dire que c'était écrit, mais d'une certaine manière c'est ce qui fascine, hein, voilà, comparer des choses qui sont différentes, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Salut Caroline, ravi de te revoir. Je vous parle un petit peu de la vinification au domaine Graillot. Là c'est vraiment l'école de la vendange entière qui est poussée à son optimum, des foudres stockingers qui accueillent les vins, et puis des longs élevages. D'une certaine manière, il n'y a pas vraiment de recette, c'est pas très compliqué. Ce qui est beau, c'est de voir vieillir les vins. On a eu la chance avec Antoine de faire une petite dégustation verticale des différents millésimes. Alors, on sait que la région a été quand même touchée par beaucoup d'instabilité climatique, de grêle, de gel, de machin, des trucs, et donc on a quand même des millésimes qui sont différents. Et puis il y a ces millésimes solaires comme 2015, 2018 qui viennent un petit peu compacter les matières, qui font qu'on perd un tout petit peu forcément de la qualité intrinsèque du cru, parce que quand on est trop mûr sur un cépage, on est moins terroir, hein, ça c'est quelque chose qu'on observe, voilà, les petits bourgognes rouges avec une cape dans le dos, ou les petits Beaujolais avec sur un millésime très solaire, on perd un petit peu les racines, puisqu'on est trop sur la maturité de la baie. On n'est pas forcément sur un équilibre complet de la sève élaborée, de tout ce que le message peut apporter du sol. Et donc, d'une certaine manière, être trop mûr, c'est pas forcément un gain à chaque fois, hein, ça peut être aussi un déséquilibre. Donc voilà. Alors 2018 chez Graillot, moi j'ai beaucoup aimé, parce que
je trouve qu'on n'a pas complètement perdu ce fil terroir, et puis surtout d'une certaine manière, on a une bouche qui est assez aérée. Et 2018, vous noterez que les vins sont quand même assez compacts. Ils sont un peu puissants, un peu, et dans l'homogène, enfin et je vous parle pas de moulin à vent, etc., où là on est vraiment sur des matières beaucoup plus corsées, mais voilà, on est quand même sur un millésime qui est solaire, et d'une certaine manière, on peut pas échapper à ça, hein. C'est l'année qui est comme ça. Et sur le Beaujolais, et notamment les crus du Beaujolais, on a quand même un peu ces stigmates-là. On l'avait peut-être un petit peu moins sur les pinots bourguignons. Alors, vous allez voir, là, vous êtes vraiment dans les... Enfin, si vous avez jamais goûté des Beaujolais en vendange entière, là, vous êtes franchement dedans, là, hein. Puisque vous êtes dans la dimension... fruits à noyaux, on a cette dimension un peu fermentation intracellulaire, on voit bien qu'on a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de la baie, quoi. Il y a une explosion aromatique, cette dimension un peu poivre sichuan, l'écorce, la dimension pivoine, qui vient épouser un fruit assez gorgé de matière. En fait, ça c'est quand même assez percutant comme bouquet. On voit bien qu'il y a de la rafle, enfin clairement. Et puis d'une certaine manière, on a cette petite touche d'orange sanguine qui vient derrière et qui vient conforter un fruit un peu généreux. Et à la fois, on a le sentiment de maturité et ce côté aéré du raisin entier. Donc c'est des bouquets qu'on connaît un peu ailleurs aussi, hein, mais qui est plus une empreinte là de vinification que de lieu, hein, faut le préciser, je pense. Mais d'une certaine manière, c'est quelque chose qui me plaît, moi. Et j'ai cette petite pointe un peu acidulée, petite goutte de vieux balsamique au milieu qui réveille un peu tout ça, quoi. Ça c'est un peu aussi les fermentations de 2018, hein. Rappelez-vous des 2018, ça va pas fermenter joyeux pour tout le monde, hein. Mais moi j'aime bien cette petite touche là. Il y a une petite pointe de volatile, pas forcément très très dérangeante, mais dans le Beaujolais j'en fais jamais un drame. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est quelque chose à garder, puisque on aime dire aussi que les gueules cassées c'est quelque chose d'assez chouette. Il faut pas que les vins soient parfaitement clean, sinon on s'ennuie, quoi, globalement. Et moi j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, donc quand je sens ce travail sur les fleuris du domaine Graillot, je me dis bon, en fait c'est chouette ce qui s'écrit là dans la région. Alors en bouche, on voit bien qu'on a quand même affaire à un petit millésime 2018 qui a un peu de chair. Ça fait 14 cette petite bête quand même, hein. Les gamets à 14, c'est un peu de concentration, hein. Ça, bon, je veux pas dire qu'on devient solaire, mais presque. Je repense moi en goûtant ça à la cuvée Rosetta de Maxime Magnon qu'on a mis dans votre coffret dans les Corbières, rappelez-vous, qui lui aussi travaille beaucoup avec cette méthode-là, et franchement le cousinage des deux est très 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 proche. Donc d'un point de vue sensoriel, si j'avais ça à l'aveugle, j'hésiterais pas mal longtemps. Mais voilà, ce qui me plaît en tout cas, c'est la manière dont cette matière un peu compacte au départ d'attaque, un peu onctueuse, et puis surtout dans la douceur, devient un peu aérée grâce à la vendange entière. On voit bien entendu que le gamay conserve cette excellente acidité très salivante, et c'est aussi un des saluts, on va dire, de ces années un peu chaudes. Il faut des cépages à pH acide, et donc d'une certaine manière ça marche, quoi, hein, clairement ça marche. Et là encore, d'une certaine manière, on observe que la qualité tactile des vins évolue, surtout au domaine Graillot, hein. Elle est de plus en plus évanescente et de plus en plus fine, et on connaît bien entendu leur performance dans l'appellation Crozes-Hermitage, mais voilà, là, affiner un petit peu ces traits-là, gagner petit à petit avec la viticulture, avec tout ça, en élégance, en finesse, en date de vendange, en extraction, etc. Ça me paraît vraiment très excitant. Et donc d'une certaine manière, vous avez quelque chose d'assez chouette. Qui passe aussi un peu par la fraise au sucre, par ces choses-là. En fait, on a cette petite fraîcheur ligneuse, un peu végétale de la rafle, mais elle est jamais en travers du fruit. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc, je voulais simplement saluer la performance, puis bien sûr rendre hommage à cette aventure entrepreneuriale qui, elle encore, voilà, participe à l'émulation autour du Beaujolais et de ses crus, à Fleury notamment. Voilà. Alors, autre bouteille qui compose notre coffret, et vous avez vu, hein, son nom, les coffrets de chef-d'œuvre, hein, et à force, moi je vais terminer complètement carpette, à force de goûter tous ces vins.
Mais je voulais vous parler un petit peu du Piémont, de vous parler un petit peu de Luciano Sandrone, du Barbera. Voilà, un petit clin d'œil à l'Italie, puisque d'une certaine manière, l'Italie, bah, c'est nos cousins les plus proches. C'est aussi eux qui ont cette diversité variétale ensorcelante, cette qualité des grands vins. Voilà, le Piémont, moi, c'est la Bourgogne bis, quoi. Hein. Y a pas photo. Le Nebbiolo, c'est génial. Le Barbera, c'est enthousiasmant. Le Dolcetto, ça peut rendre service, et d'une certaine manière, il y a plein de choses qui sont chouettes à découvrir. Donc j'ai voulu un petit peu piquer la curiosité de toutes les personnes qui nous suivaient dans ces coffrets. Donc voilà la bouteille, donc absolument rouge, 3 bouteilles, la bouteille haut de gamme du panier. Et donc Luciano Sandrone, une des belles adresses de Barolo, vous le savez. Ça fait partie de ces belles success stories aussi. Hein. Franchement, c'est quelqu'un qui, voilà, depuis 20 ans quand même, je buvais un Levigné 99 dans ma cave à Noël, là, du domaine. Franchement, on s'est roulé par terre. Et ça fait partie de ces domaines qui ont montré un petit peu la voie. Donc on est au sud de Turin, pour ceux qui connaissent peu. Le Piémont, c'est quand même une région fascinante qui est, d'un point de vue topographique, magnifique à observer. Il faut traverser la plaine de Turin pour arriver sur ces montagnes russes qui sont donc le Piémont, entre les Alpes et les Apennins. Il faut comprendre un petit peu, bien sûr, ce qui se passe d'un point de vue géologique, des compressions calcaires, sableuses, argileuses, qui voilà, façonnent des paysages assez beaux, avec la brume, des cépages différents que les nôtres, des cépages tardifs, le Nebbiolo, Nebbia, brume en italien, donc d'une certaine manière des très très beaux, des très belles maturités tardives qui ont certainement eux aussi gagné avec le réchauffement climatique, même si leur vin avait déjà une certaine puissance alcool. On verra un petit peu avec ce que nous réservera un peu le Piémont dans les années à venir. Mais sachez que 2018 en Italie, c'est pas 2018 ailleurs. Alors, il faut quand même comprendre que 2018 en Italie, c'est la même punition que pour le sud de la France, c'est-à-dire de la pluie, de la pression fongique, un climat inversé et tout ce qui finalement, en fait, a un peu perturbé. C'est là qu'on voit très bien, mais voilà, c'est un peu dans la difficulté qu'on voit les grands, on dit toujours. Et moi, j'aime dire aussi que dans cette matière de 2018 qui est plus légère et plus diffuse sur le climat méditerranéen, on observe un petit peu qu'ils font des vins d'élégance. On le voit à Bandol. Regardez les bandoles 2018 du domaine Tempier. Enfin, d'habitude, on voit pas la bouteille facilement comme ça, classique. Là, vous goûtez les 2018, vous dites, mais il y a un truc, c'est plus décontracté. Voilà. Châteauneuf 2018, c'est aussi la même lecture. Ça rappelle un peu 2014 dans ces structures. Donc, d'une certaine manière, à 2014, quand on compare 2014-2018 à Châteauneuf, on se dit, voilà, c'est un millésime qui sera un peu plus avenant, plus décontracté, plus élégant, peut-être un peu plus léger aussi, un peu plus végétal parfois. Bref. Il faudra composer un peu avec ces millésimes-là, mais 2018 reste un millésime d'une extrême gourmandise et d'une certaine manière, moi j'aime dire que plus on la préserve, mieux c'est, surtout quand on boit des vins jeunes, voilà comme ça. Donc il faut être extrêmement, je dirais, bienveillant quand on observe la vendange 2018, mais moi j'ai adoré les Barbera sur 2018. Parce que c'est une avalanche de fruits, quoi, hein, c'est une avalanche de gourmandise, et c'est surtout beaucoup de décontraction dans la concentration, donc beaucoup de plaisir spontané. C'est un peu la promesse aussi du cépage, hein, qui pour moi fait la conjonction. Alors j'aime bien dire que c'est le trait d'union entre la Syrah et le Gamay, puisqu'on a vraiment quelque chose de très très salivant, et puis l'aromatique un petit peu, donc très chouette. Mais même si le Barbera reste le Barbera et pas forcément copiable. Alors, Luciano Sandrone, ce sont des élevages en gros contenants, des 600 litres. Il faut savoir que le domaine travaille avec une éthique absolument remarquable de viticulture, mais aussi des choix d'élevage qui sont superbes. Et puis, voilà, il n'y a pas un vin en dehors de la cible de domaine. Franchement, c'est impressionnant. Hein. Ils font le Nebbiolo Vin Major comme si c'était un Barolo. Ils font les Barolo crus qui sont superbes. Et ils ont aussi maintenant une cuvée qui s'appelle Aleste, qui est magnifique. Et donc, même des cuvées très haut de gamme. Mais bon, bref. Ça fait partie de ces figures incontournables du vignoble et de la commune de Barolo. Parce que là, Barolo, c'est 5000 hectares, hein, mais il y a à l'intérieur de tout ça des lieux qui sont assez particuliers. Donc si vous voulez vraiment visiter le Piémont, allez voir ce domaine, il est vraiment exceptionnel. Et parmi, voilà, je veux dire, les top 10 de l'appellation, voire dire même les top 5 de l'appellation, c'est clairement là que ça se passe. Alors, Barbera 2018 de Luciano Sandrone, c'est le fruit sombre, très sombre. Un petit peu d'élevage quand même au nez, petite pointe de moka qui accompagne un petit peu ce panier de beurre-là, un petit peu au nez là, avec une dimension un petit peu plus épicée que le vin, les restes des vins qu'on a dégustés ce soir. On voit bien qu'il y a un petit peu d'élevage autour de ce vin, mais ça lui colle parfaitement, ça le robe un petit peu d'une certaine manière.
petite touche mocha. On voit bien qu'on a changé aussi d'univers, de tonnerie, de choses comme ça. C'est quand même assez chouette. Et puis aussi, ça apporte à la dimension florale de la chose une complexité qui est supérieure. Et puis en bouche, je crache à force parce que sinon on n'y arrive plus. C'est quand même d'une suavité hors norme. C'est-à-dire que si le cépage a de l'acidité, si le cépage a des tanins, et Dieu sait si les cépages italiens en ont, franchement, tout est complètement enrobé dans le cocon. On est vraiment dans la gourmandise absolue et dans les sensations rafraîchissantes et salivantes. Et c'est vraiment... je sais pas comment caractériser le Barbera d'une certaine manière par rapport à vos repères, mais il faut quand même comprendre que ça fait partie de ces vins qui gardent un petit peu aussi de cette tonicité salivante, plus que des cépages qui dans ces climats ont des tanins plus affirmés comme le Nebbiolo, etc. Et donc j'aime bien moi cette idée qu'on conserve à la fois maturité et salivation, parce que c'est un petit peu le salut aussi du plaisir, quoi. Surtout quand on les boit en jeunesse, ces vins. Et donc c'est un peu la promesse de ce Barbera. Alors d'une certaine manière, c'est assez addictif, hein. Franchement, quand on goûte ça, moi, vous me servez ça, la bouteille, moi elle fait 5 minutes avec des amis, c'est vraiment quelque chose qui a à la fois de la complexité, de la profondeur et à la fois de la sapidité et de l'élégance réunie. Je trouve que c'est un peu ça. Alors c'est plus un vin moi j'aime beaucoup l'idée que certains vins aussi soient des vins de contexte. J'aime plus alors les Barbera, je les marie rarement à table parce que je cuisine pas trop autour de ces cépages là, mais j'aime bien leur spontanéité, l'idée du partage, de la gourmandise, etc. Et d'une certaine manière ça fonctionne avec plein de choses comme tous ces beaux vins rouges qui ont un peu ces connotations acidulées et suaves et enrobées, mais d'une certaine manière on a plus envie de les boire pour ce qu'ils sont, et à la fois c'est peut-être un peu la vertu du vin finalement. Voilà, alors écoutez, voilà pour les coffrets de chefs-d'œuvre. On était un peu plus long que d'habitude, 15 minutes de retard, mais d'une certaine manière, c'était parce qu'il y avait beaucoup de choses à vous raconter sur ces vins. Je vais vous raconter, alors les 2 terroirs de légende de ce mois-ci, c'est un Riesling Mandelberg 2016 de la famille Trimbach, super bouteille qui était évidemment quasiment une découverte, parce que c'est vrai que la famille Trimbach, vous connaissez tous, le Clos Saint-Une, les Frédéric Émile, tout ce qui est autour, etc. Mais il y a aussi des parcellaires qui se sont dessinés il y a quelques années. Et puis, cette cuvée-là, elle est venue un petit peu comme ça, titiller ma curiosité dans l'idée que d'autres grands crus venaient comme ça compléter un petit peu cet univers et cette sphère. On retrouve dans le 2016 de Trimbach ce style très sec des vins, mais à la fois dans des compositions tactiles et aromatiques différentes de ce qu'on a connu dans le Geisberg ou dans le Schlossberg, hein, qui sont des crus aussi que le domaine fait à part. Et j'ai voulu un peu piquer la curiosité de cette propriété. Ensuite, ce qu'il faut noter sur le deuxième vin du coffret Terroir de légende, c'est le côté incroyable de 2016 à Barolo. Donc j'ai mis un Barolo Grand Cru Boussia 2016 de chez Parusso, qui est un domaine qu'on connaît bien chez Chef-d'œuvre, qu'on adore et qu'on fait, que je servais il y a encore 20 ans, il y a 15 ans chez Taïwan. 2016, franchement, si vous avez la chance de goûter à Barolo, waouh, c'est un peu comme à Bordeaux, c'est c'est une millésime de feu de Dieu, quoi. Il faut vraiment aller goûter les 2016 à Barolo ou à Montalcino, qui sont de dingue. On a des millésimes comme ça qui donnent des frissons. C'est pas tous les ans, franchement, qu'on trouve des millésimes comme ça. Moi, les derniers millésimes comme ça qui m'avaient fait danser sur la table, c'était 2007, parce que je préférais la finesse des 2007 à la puissance des millésimes un peu plus solaires, etc. Et 2007, 2008 et à la fois, 2016, vous vous en rappellerez, franchement, c'est quelque chose qu'il faut absolument goûter. Et donc, Boussia est un cru de Monteforte d'Alba assez connu. Et là, de certaine manière, il n'y a rien à faire, hein. C'est les grandes années, il y a le terroir, il y a le grand millésime, et à la fin, il y a forcément le plaisir. Alors, je termine ce petit live en répondant aux questions si vous en avez. Culture bio, alors je sais pas de quel domaine on parle, donc ça va être difficile de répondre, mais dites-moi. Est-ce que la vidéo sera en replay? Oui, elle sera en replay, parce que on va essayer de pas la foirer cette fois-ci, parce que en novembre je l'avais foiré, j'avais pas réussi à enregistrer sur le nouveau Instagram. Mais en tout cas, effectivement, le Beaujolais, l'étoile montante de la Bourgogne, je vous rejoins. Enfin, on va dire que pour moi, c'est la prolongation logique.
C'est-à-dire que nos grands vignobles français, ils ont tous besoin les uns des autres, hein. Et c'est grâce à je dirais l'émergence, des fois même la starification de certains domaines dans certaines appellations que le projecteur est tourné sur eux et qu'à la fin la région progresse et ou s'améliore. Et donc d'une certaine manière, moi je suis très orienté vers ça. Donc sachez une chose, c'est on peut être très bon tout seul, mais il vaut mieux être bon à plusieurs. Ça, c'est vraiment très important quand on parle évidemment de tout ça. En tout cas, je vois que pas mal de personnes ont apprécié le fleuri et les vins de Maxime Cotenso, puisque voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, soyez très libres. Allez-y, profitez-en. Je suis encore connecté quelques secondes. Je vous laisse après. Il n'y a pas que Bordeaux alors. Oui, bah, écoutez, je sais pas. En tout cas, la région de Bordeaux a besoin aussi, on en a parlé, mais on en reparlera. Sachez que, pour simplement terminer ce live et vous dire que l'actualité est en mouvement, on aura l'occasion de parler de l'Alsace dans le cours d'œnologie en ligne gratuit pour tout le monde. Il y aura certainement des très bons domaines qui vont participer, on vous tiendra informé. Mais on va faire un super cours sur l'Alsace, sur la coplantation. L'idée que un terroir, c'est pas que un cépage et un lieu. Alors ça, c'est quelque chose, moi, en tant que bourguignon, j'ai un peu de mal, mais il faut aller plus loin que ça, hein. Il faut essayer de comprendre un petit peu ça. On parlera biodynamie, on parlera de tout, de mycorhisation des sols, de plein de détails qui forgent un peu tout ça. Donc on va essayer pendant 2 heures d'animer un petit peu tout ça. Vous aurez beaucoup de contenu sur la Loire. On va balayer la Loire le 26. Là, ça sera très intéressant. Sur différentes appellations, différents acteurs, et puis on parlera un petit peu de jeunes loups, un petit peu de cette région qui, comme je vous disais tout à l'heure, explose. Et puis d'une certaine manière, on va aller très très loin dans les mois qui viendront sur Bordeaux, puisqu'on va un petit peu étayer un petit peu la progression de la région, saluer un petit peu le travail engagé, et puis aussi redonner à César ce qui est à César, c'est-à-dire le potentiel de ces vins qui sont assez aussi uniques, hein, quand on sait les attendre, quand on sait les observer. Le Bordeaux bashing devient évidemment un sujet, donc il faut maintenant un peu rendre à César ce qui lui appartient. Alors je réponds à cette question, aux différentes questions. Quelle est la différence majeure entre Serralunga et Monforte d'Alba? Serralunga, pour moi, c'est... allez, je vais vous faire une comparaison. Serralunga, c'est la puissance incarnée, c'est l'affirmation minérale. Enfin, pour moi, Serralunga est au Piémont, ce que Nuit Saint-Georges est la partie sud de Nuit Saint-Georges est à la Bourgogne, c'est-à-dire des vins avec une incroyable puissance. Si vous avez la chance de goûter des vins de chez Conterno ou le Monfortino, on sait que ces vins de puissance minérale, de grande densité, sont des vins de terre et profond. C'est là qu'on fait les vins les plus fermes, mais les plus majestueux à la fois de Barolo. Et pour Monforte d'Alba, je dirais qu'on a une combinaison qui réunit, allez, on va dire, les argiles de Serralunga et les sables un petit peu plus de la Mora. On est plus tendre, on est plus élégant sur les vins. Je sais pas à quoi on pourrait comparer, mais je dirais pas que c'est Vaune, mais je dirais que c'est c'est quelque chose qui est un peu entre deux, quoi. Et si on devait dire que le 3e village soit un peu comme Chambol, je dirais que c'est la Mora typiquement, parce qu'on est sur des terres un peu plus légères et surtout des bouches beaucoup plus aérées, beaucoup plus fines sur le Nebbiolo. Donc après, voilà, je suis pas non plus peut-être la personne qui sera le plus légitime pour parler de chaque village, chaque lieu-dit, chaque cadastre sur Barolo, mais d'une certaine manière, pour y être allé quand même plusieurs fois dans ma vie et déguster souvent des Barolo, on peut faire cette petite synthèse rapidement. Alors, les rouges de Savoie et du Jura n'ont jamais été aussi bons qu'aujourd'hui. Ça, c'est la conclusion forcément de cette question. Bien sûr, la mondeuse, magnifique quand elle est attendue, vinifiée aussi un peu à l'ancienne, pas forcément dans ces lectures un peu plus gourmandes qu'on en fait maintenant, mais c'est vrai que bon, ça reste quand même aussi avec le réchauffement climatique un des grands gains de ces dernières années. Et puis les rouges du Jura, oui, allez goûter les derniers vins enthousiasmants de Pinot Noir, de Poulsard, de Trousseau, etc. Et on s'aperçoit que c'est de plus en plus complet, quoi, hein. Et c'est surtout de plus en plus fin. Mais en fait, j'aimerais répondre à une seule chose,
Si ces vins sont de plus en plus aujourd'hui intéressants aujourd'hui, c'est parce qu'aussi on les a plus regardés, on les a plus appréciés, on a plus encouragé aussi leur montée en gamme. Enfin, quand on vend une bouteille 10 euros, quand on la vend 15, c'est pas la même équation dans l'équation économique d'un domaine, quand il s'agit d'acheter des fûts, quand il s'agit d'acheter du matériel végétal pour replanter des vignes, quand il s'agit d'acheter, etc. En fait, tout ça est une économie qui doit s'équilibrer et qui mérite évidemment d'être hissé comme ça tranquillement vers la qualité et pas forcément vers ce qu'on en avait toujours pensé un petit peu avant. Donc voilà, le réchauffement climatique est au service de la maturité, mais c'est aussi le rayonnement de ces appellations partout un petit peu dans le monde qui font qu'on en arrive maintenant à avoir des lectures beaucoup plus complexes aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il reste du domaine des closiers? Oui, il nous en reste quelques-unes et on va les remettre sur le site très bientôt. J'ai d'ailleurs envoyé un petit message à Justine tout à l'heure. Voilà. Mais écoutez, voilà pour ce live Instagram sur la présentation des coffrets de janvier, sur l'actualité de chef-d'œuvre. J'espère que vous vous accrochez, que vous prenez l'apéro de temps en temps pour oublier cette période qui reste mine de rien assez triste. On espère évidemment pouvoir avec toute l'équipe de chef-d'œuvre vous retrouver autour d'un verre, faire des belles soirées comme on en a eu fait pendant 8 ans et surtout un petit peu continuer à stimuler, raconter, présenter les domaines qu'on aime, qu'on adore et que l'on défend. Voilà pour la présentation. En tout cas, j'espère que vous avez passé un moment et surtout que cette soirée a été assez agréable. Vous êtes maintenant, j'espère, équipé d'un verre. Je vous souhaite une belle soirée, je trinque à votre santé et vous dis merci pour votre attention et surtout à bientôt autour d'un verre. Ciao.